Salut Philippe, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir dans ton bureau, dans ces nouveaux locaux de l'Assemblée nationale Haute-Bourgogne. Philippe, tu es député de l'Eure, député socialiste de l'Eure, hein, et si je t'ai invité, c'est parce que j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond en ce moment. T'as déposé une motion de censure que tu as brillamment défendue Merci. à la tribune. Une énième motion de censure, je sais pas, tu as dit qu'il y en avait eu 15 avant sur un 49.3, je crois qu'il y en a eu encore plus si on compte pas que les 49.3, les motions de censure issues de 49.3. Euh, Est-ce que t'as pas l'impression que ça tourne en rond, qu'ils vont tout passer par 49.3, que c'est toujours les mêmes histoires et que nous, en face, quand je dis nous, c'est toute la gauche et les écologistes, on n'arrive pas tellement à faire bouger les lignes d'aucune manière que ce soit. Oui, on est dans ce film qui s'appelle Un jour sans fin. Il y a le réveil qui sonne le matin et puis la journée qui se déroule toujours de la même manière. Alors il y a certains passages obligés. On a tous les 15 jours un 49.3 pour nous empêcher de voter à l'Assemblée nationale. Et puis naturellement une motion de censure qu'on ne peut pas ne pas déposer. Quand on est contre un texte et qu'on nous empêche de voter, on est bien obligé de déposer la motion de censure qui est notre seul moyen de nous opposer à ce texte. Chaque semaine, on a le droit aussi à un discours poétique du président de la République avec des propositions un peu vaseuses. Hier, c'était sur la Constitution. Chaque semaine, on a le droit aussi au comportement désespérant de la gauche. On en reparlera, aux invectives des uns et des autres, l'un contre l'autre. Et chaque semaine, on regarde les graphiques des sondages et la courbe du Rassemblement national augmenter. Donc c'est malheureusement le triste constat de cette première année de Parlement, mais je veux croire qu'un autre destin est possible. D'accord, enfin c'est quand même très lourd comme description de la réalité. Tu crois à un autre destin possible? Il passe par quoi? Il passe par où? Ben déjà, je pense que l'Assemblée nationale ne doit pas être un théâtre d'ombre. Et on doit utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener des victoires à la maison. Bah, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, là, que j'ai fait une loi sur EDF qui nationalise EDF, rétablit les tarifs réglementés d'électricité. Cette loi, elle a été adoptée 2 fois par l'Assemblée nationale. En 2 lectures, elle a été adoptée par le Sénat. Et là, elle passe au Sénat en octobre. Si cette loi est adoptée définitivement, ce sera la première fois dans l'histoire de la République que l'opposition fait adopter une loi contre l'avis du gouvernement. Et cette loi, elle a très attendu. Les boulangers ont fait des manifestations pour qu'elle soit adoptée parce qu'elle leur permet de rétablir finalement des tarifs acceptables d'électricité. Elle est demandée évidemment par les salariés d'EDF, elle est demandée par beaucoup d'acteurs. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue pour le président de la République. Et nous, on doit se mobiliser pour ramener des victoires. C'est ce qu'on a fait aussi sur un amendement qu'on avait réussi à faire adopter pour un chèque pour que les gens puissent se chauffer pendant l'hiver. C'est ce qu'on essaye de faire sur les déserts médicaux, qui est quand même un sujet particulièrement inquiétant, qui concerne beaucoup de gens dans le pays. Moi, dans mon département, 20% des habitants n'ont pas de médecin traitant. J'ai perdu 50 médecins sur les 5 dernières années. J'en perds 8 dans ma circonscription cette année. J'ai une surmortalité de cancer de 12% par rapport à la moyenne nationale. C'est un scandale national, la désertification médicale. Et la loi qu'on a déposée avec Guillaume Garot aussi, elle est transpartisane et elle vise à changer les choses. Et il y a un gros sujet sur lequel là, on va se lancer la semaine prochaine, mardi prochain. Je lance avec Boris Vallaud un groupe de travail transpartisan sur les familles monoparentales. Là aussi, c'est un sujet orphelin de la vie politique française qui concerne 25% des gens quand même. Hein. 25% des familles sont monoparentales, 83% des parents seuls sont des femmes, donc des mères célibataires, et 40% de ces femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, c'est le grand sujet social du pays. Il est invisibilisé médiatiquement. On a passé 3 semaines à la rentrée pour faire l'exégèse d'un rappeur antisémite, Médine. Là, on a des débats sur l'abaya, voilà, qui concernent quand même moins d'une centaine de personnes en France. Je crois qu'il faut remettre sur le devant de la scène des sujets majoritaires. Et nous, la gauche, chercher des alliances et aussi gagner la bataille culturelle pour apporter du mieux aux Français. Une gauche seulement d'opposition, seulement d'outrance, seulement de 49.3 et de motion de censure ne pourra pas remporter de points dans l'opinion, j'en suis convaincu. Mais alors c'est intéressant parce que là ta stratégie ou plutôt ta tactique c'est de raisonner texte par texte, c'est de raisonner sujet par sujet et de trouver les voies et moyens pour porter ces sujets le plus loin possible. J'espère que ta loi sur EDF à la fin sera adoptée et je croise les doigts hein, mais je
J'ai toujours un petit doute en fait sur la possibilité justement de l'opposition à faire des propositions qui aillent jusqu'au bout. Mais donc la proposition là, c'est de réfléchir texte par texte. Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour affronter le rouleau compresseur, on va dire néolibéral autoritaire du gouvernement, qui lui a un projet coordonné qu'il entend parfaitement mettre en place avec les leviers du pouvoir qu'aujourd'hui la gauche écologiste n'a pas. Moi, je pense que, en tout cas, voilà, là, par exemple, ce texte-là, bon, quand même, a été adopté 2 fois par l'Assemblée nationale. Jamais une proposition de l'opposition a été aussi loin. Hein. 2 lectures, le gouvernement s'est retrouvé impuissant à trouver une majorité pour le contrer. Alors, bien sûr, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Est-ce que le Sénat l'adoptera définitivement? Ou est-ce qu'on aura encore une nouvelle lecture? On verra. Là où tu as raison, c'est qu'on ne peut pas faire que du pointillisme parlementaire. Il faut un grand récit collectif qui nous engage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de structuration politique. Moi, je souhaitais qu'on fasse un parti NUPES. C'est-à-dire qu'après l'élection législative, on décide de faire le congrès d'Épinay, hein, un grand mouvement social de gauche, de transformation écologique et sociale, et qui soit démocratique, dans lequel on puisse les uns et les autres discuter des propositions, pas forcément avoir des courants, mais au moins discuter des propositions, mettre à jour le programme, discuter de nos modalités d'organisation. Cela est impossible, car nous avons gardé ces 4 formations politiques distinctes, avec une qui fait la pluie et le beau temps, LFI, une autre qui essaye d'exister par son leader charismatique, du moins en est-il convaincu, Fabien Roussel, et puis socialiste écologiste qui patauge en vérité dans cette alliance A4. Alors comment nous en sortir? On a l'élection européenne qui va arriver. Moi, je suis un des rares à encore penser qu'il faut faire une liste commune. Pourquoi? Parce que on a face à nous évidemment l'extrême droite, on a bien sûr le rouleau compresseur néolibéral européen qui continue d'œuvrer. Regardez ce qui se passe sur le marché européen de l'électricité, qui est une catastrophe pour les gens aujourd'hui. Donc il faut que nous on soit unis et qu'on soit le plus haut possible pour battre l'extrême droite et la Macronie. Et d'ailleurs les gens nous le demandent. Les gens ils ont aucune envie de nous départager. Ils ont aucune envie de se retrouver sur leur table de vote le jour de l'élection européenne avec autant de bulletins de vote de gauche que de marques de yaourt chez Carrefour. Ils ont envie d'avoir un bulletin de vote extrêmement clair contre la politique du gouvernement, qui est aussi celle d'ailleurs de la Commission européenne et pour une autre Europe. Bon, et donc cela, il faut le dire très clairement. Et je crois que la discussion, elle pourrait ouvrir un nouvel acte de la NUPES, parce que les Insoumis nous ont dit, on est d'accord pour vous laisser la tête de liste aux écologistes, et on est d'accord pour finalement être assez peu nombreux sur la liste, garder les équilibres de l'élection européenne de 2019 où les Insoumis avaient fait un très mauvais score. Finalement, je trouve que c'est plutôt une proposition intéressante qu'on devrait les uns et les autres travailler. Malheureusement, on voit bien, le nationalisme de parti domine parce qu'il y a un manque de confiance dans cette alliance. Il y a un manque de confiance. Pourquoi? Parce que la France insoumise n'a pas su prendre le rôle de leader qui lui revenait à la suite de ces élections législatives. Et le rôle de leader était de s'ouvrir, d'être magnanime, de rassembler. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est la division, y compris, je crois, au sein même de la France insoumise. Donc on est dans une mauvaise passe. La gauche y est habituée. C'est-à-dire que la guerre d'Espagne, les années 70, bon, tout ça, on connaît bien. Je veux dire, la gauche, c'est des soubresauts. Les gens de gauche sont insupportables. Ils ont toujours été insupportables. C'est ce qui nous définit. Bon, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de trouver les voies et moyens pour nous rassembler. Donc on a cette élection européenne et moi, j'appelle de mes voeux la primaire pour 2027 sur la désignation de notre candidat qui doit aussi être un processus unitaire. On verra pour l'instant, excuse-moi, mais les 2 outils, instruments que tu mets en avant, que ce soit les européennes, je vois pas comment d'ici le mois de juin prochain, il va y avoir une liste unie pour les européennes, et la primaire, d'ores et déjà, il y a plusieurs partis / mouvements qui ont dit genre non, pas de primaire, à commencer par Fabien Roussel qui a bien l'intention a priori d'être candidat en 2027, et Jean-Luc Mélenchon, enfin, et la France insoumise, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, on sait très bien, et il l'a rappelé à la fête de l'UMA, ce qu'il pense de la primaire. Donc genre, là, tu mets en avant 2 instruments que d'ores et déjà, qui sont battus en brèche par les leaders de 2 formations de la NUPES. Mais on peut aussi aller s'enterrer et décider que tout est foutu. Il y a un moment, il n'y a pas d'autre solution. Donc je veux dire, on peut disserter, on peut dire ils veulent pas, mais il faut leur mettre la pression.
Oui, mais justement, alors comment vous Pendant leur des mettez la années, pression? bah, En fait, si tu m'avais dit il y a 5 ans que Mélenchon il ferait une alliance avec les socialistes à l'élection législative, tu m'aurais dit mais t'es complètement dingo. Bon, bah, la vérité c'est que euh, 3 semaines après qu'Anne Hidalgo, qui était notre candidate, ait dit que Mélenchon était proche d'un dictateur vénézuélien, bah on s'est retrouvé à se présenter et que Mélenchon a dit qu'Hidalgo était la fille spirituelle de François Hollande. Voilà, bah, bref. Après cette passe d'armes difficile, bah, on a su se retrouver. Donc encore une fois, je crois qu'il faut pas prendre les positions des uns et des autres pour définitives. oui, mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toi, en tant que Mm. socialiste, à la fois membre du Parti socialiste et député socialiste, comment est-ce que tu pèses, comment est-ce que tu vas faire pour peser sur ce rapport de force avec d'autres formations politiques, à commencer par, bon déjà, genre, c'est pas clair au Parti socialiste exactement quelle est votre position, vous êtes scindé en deux, mais comment tu fais pour peser, en fait, dans le rapport de force face aux insoumis, qui ne veulent ni de qui ne veulent pas, par exemple, de la primaire pour 2027. Ben moi, je pense il faut un mouvement puissant de soutien à cette primaire Qui passe populaire. pas par les partis. Mais non, il faut enjamber les partis. De toute façon, si on fait confiance aux partis, après c'est les appareils qui décident. Les femmes et hommes d'appareils qui ont des qualités, mais qui ont aussi des défauts. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est une reprise en main par les femmes et hommes d'appareil de chacun des partis, et ça, c'est pas bon. Donc évidemment, il faut un soutien populaire. Mais quand je dis populaire, c'est pas que une tribune, si vous voulez, avec les habitués des tribunes. Vous savez, je vais vous faire un annuaire des gens qui signent des tribunes, c'est quasiment toujours les mêmes. Il faut qu'on aille dans le pays. Voilà, il faut qu'on porte cette idée de primaire pour faire revivre l'espoir. Car l'espoir, il est chez nous, il n'est pas au Rassemblement national. On vote pas au Rassemblement national par espoir. On vote par résignation, on vote par dégoût, on vote par rejet. L'espoir, il faut le faire revivre chez nous. Et je crois que oui, c'est cette démarche unitaire. Pourquoi pas faire des conventions dans les départements? On réfléchit à l'actualisation du programme qui ne doit pas rester. C'est pas la Bible, le programme de la Nupes. Il faut quand même de l'actualiser à ce qui s'est passé. La situation géopolitique, également notre dette, enfin voilà, faut qu'on ait un programme crédible pour le gagner, et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Évidemment qu'il faut enjamber les partis. Comme les partis veulent pas travailler vraiment ensemble, sont dans une situation de méfiance les uns et les autres, il faut que le peuple de gauche qui est là, je veux dire, il n'est pas très nombreux, c'est 30% des gens, mais il va s'élargir avec nos campagnes, il faut que le peuple de gauche aujourd'hui reprenne la main sur les mouvements. Tu te considères comme social-démocrate? Non, mais en fait, le Parti socialiste n'a jamais été un parti social-démocrate. C'est Oui, mais une réécriture de l'histoire. En fait, dans les années 2010, on disait un socialiste et social-démocrate, c'était une insulte en fait. Hein. Il y avait un courant social-démocrate dans le Parti socialiste, qui est celui de Dominique Strauss-Kahn, qui s'appelait Socialisme et démocratie, qui est un courant minoritaire qui faisait un peu moins de 20% des voix en interne. Le reste du parti se disait socialiste. Le Parti socialiste français n'a jamais été social-démocrate. La social-démocratie, c'est l'histoire du lien entre les syndicats. Le Parti socialiste n'est pas un parti travailliste. Le socialisme français, c'est une autre histoire qui n'est pas social-démocrate. Je n'ai rien contre les sociaux-démocrates, mais c'est pas notre histoire. Et en plus, ça veut rien dire. Donc, quand vous dites à la télé, je suis social-démocrate, personne ne comprend. Moi, sur le marché de Louviers, je dis aux gens, je suis social-démocrate, ils vont dire, mais ça veut dire quoi? On n'a jamais eu un parti qui s'appelait social-démocrate en France. Donc non, je suis un socialiste. C'est quoi un socialiste? C'est quelqu'un qui veut, pour qui le moteur de l'histoire, c'est la domination de l'homme par l'homme, et qui veut renverser le rapport de force économique et social. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il faisait une oui. proposition de lecture du Parti socialiste. Il disait, alors, il utilisait le mot social-démocratie, mais à vrai dire, peu importe. Il disait, en gros, ce que proposent les sociaux-démocrates, c'est de mieux partager les richesses. Or, pour mieux partager les richesses, on a besoin de créer des richesses, donc d'être productif, etc. Or aujourd'hui, ce moteur est grippé, le modèle productif est grippé. On a moins de croissance en fait qu'auparavant, et donc du coup, c'est pour ça que la social-démocratie aujourd'hui est en crise. Est-ce que tu partages Oui, bah, ce constat? après, voilà, donc, sur la croissance, je pense que il y a un peu de sophisme sur les discussions des uns et des autres. Parce que soit on partage mieux la richesse, soit on partage mieux la récession. Je préfère qu'on partage la richesse. La croissance, ça ne veut pas dire produire plus de téléphones. On peut avoir une croissance décarbonée. La croissance, je sais pas, vous déposez plus de brevets,
vous progressez dans la recherche médicale, ça crée de la croissance. Vous êtes une puissance culturelle mondiale, vous vendez des films, vous faites de la croissance. Donc, je veux dire, on peut aujourd'hui imaginer un monde dans lequel il y a de la croissance économique, c'est-à-dire de la création de richesses, la création de valeurs intellectuelles, la création de nouveaux modèles d'affaires, et en même temps, effectivement, une baisse de l'empreinte carbone et aussi de l'empreinte environnementale, de la consommation en fait des ressources physiques. C'est ça qu'on doit aujourd'hui inventer. Moi, je suis pas favorable à la décroissance, je suis pas favorable à la récession. La décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites à un ouvrier qui sera moins payé le mois d'après que le mois d'avant. Ça veut dire que vous dites que les retraites ne seront pas financées. C'est-à-dire qu'on partira. La décroissance, ça veut dire qu'on part à la retraite de plus en plus tard, en fait. Donc la décroissance matérielle, oui. La décroissance de la consommation de masse de produits importés, oui. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on continue à produire des richesses et qu'on s'enrichisse tous collectivement. Tout à l'heure, tu as commencé, et on en terminera par là, par décrire une situation de crise institutionnelle assez noire. Est-ce que tu considères que le Parti socialiste aujourd'hui est aussi en crise? Est-ce que tu es aussi lucide sur la situation du Parti socialiste? Oui, le Parti socialiste vit très difficilement l'après Hollande. On n'a jamais vu quelqu'un qui a autant tué un parti. Enfin, regardez tous les pays européens, les partis sociaux-démocrates se portent bien. Ils ont eu des difficultés, ils ont eu l'exercice du pouvoir, ils ont trahi aussi. Ça arrivait. Il y a eu toute cette vague néolibérale qui a y compris emporté la social-démocratie. Et ils ont eu des difficultés, mais ils sont revenus sur le devant de la scène. La particularité française, c'est que les Français ne retiennent rien de positif du mandat de François Hollande. Quand on essaie de réfléchir, à part le mariage pour tous, mais personne ne peut rien vous dire. C'est que moi, je vois même des repas des anciens avec des gens qui sont pas des gauchistes avec le couteau entre les dents. Les gens me disent on a été très 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 déçus. Voilà, est-ce que c'est pas Jospin, c'est pas Mitterrand, où les gens avaient des déceptions, mais aussi des acquis sociaux, des choses à dire, et finalement, avec le temps, souvent le bilan est rehaussé avec le temps, parce que les déceptions s'estompent, et puis les acquis reviennent. Là, on voit avec le temps, maintenant, François Hollande a quitté le pouvoir, maintenant, il y a plus de, il y a 7 ans, et puis en 2027, ça fera 10 ans, et je suis convaincu que son bilan ne sera pas rehaussé. C'est ce qu'on est en train de constater. Donc nous vivons cette lente période de reconstruction. Voilà. Et vous n'avez pas réussi à tourner la page de François Hollande? Alors on a réussi à le faire avec évidemment l'accord NUPES. Aujourd'hui, on voit quand même qu'on est beaucoup plus audible, je le crois. C'est pas seulement l'élection de jeunes députés qui a permis ça. Je crois qu'il y a aujourd'hui un parti qui a retrouvé le sens du combat. On voit bien que dans les sondages, on est quand même beaucoup plus haut. Là maintenant, l'enjeu, je crois, pour le parti socialiste, c'est de sortir de ces querelles internes qui ne servent personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur une bonne pente après l'élection législative et que le Congrès a cassé les jambes de la direction du parti et notamment d'Olivier Faure, qui se retrouve aujourd'hui à devoir composer avec les uns et les autres. Néanmoins, la situation est quand même moins inquiétante qu'avant, les gens se parlent, les bureaux nationaux se passent plutôt bien. Donc le Parti socialiste doit ouvrir une nouvelle phase, c'est-à-dire doit se doter d'un logiciel idéologique nouveau. On a beaucoup godillé ces dernières années. Donc, on a eu le social-libéralisme avec François Hollande. Après, on a essayé de s'aligner un peu sur le logiciel des écologistes. Vous savez, on disait social-écologie, le programme d'Anne Hidalgo, qui n'a pas vraiment marché, parce que il y a un parti écologiste en France qui est assez éloquent sur ces sujets-là. Et puis ensuite, on a fait la NUPES, donc un peu à la remorque des insoumis. Moi, je pense qu'il faut essayer de définir un nouveau socialisme, notamment dans les angles morts de ce qu'est la gauche aujourd'hui. L'angle mort principal, c'est les classes populaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une gauche qui ne parle qu'aux classes populaires des métropoles, et encore, leur parle-t-elle vraiment? Quand on regarde le taux d'abstention très élevé dans les quartiers populaires urbains de notre pays. Ah, vous n'êtes pas les seuls sur le créneau. Enfin, t'es pas le seul sur le créneau. Il y a aussi François Ruffin au sein de la France Insoumise qui s'attaque à cette question-là, ou Fabien Roussel pour le Parti communiste qui dit à peu près oui, la même chose que toi. Alors moi je pense qu'il souhaite un axe majeur de refondation du Parti socialiste. François Ruffin, il est François Oui, Ruffin. bien Moi sûr, je parle du Parti socialiste. Moi je pense que aujourd'hui, quel est le seul parti qui a des députés qui viennent majoritairement de la France périphérique? C'est le Parti socialiste. Sur les 31 députés, on a au moins 25 à venir de la France périphérique. Donc là où le RN dévore tout, les Insoumis n'ont pas réussi. Très peu, il y en a quelques-uns, je peux les citer, à la Creuse, il y a Catherine, il y a Léo, il y en a plein, enfin il y en a quelques-uns, mais ils sont pas très nombreux en fait. Donc là, dans la France périurbaine et rurale,
c'est les socialistes qui ont réussi à maintenir des positions, une gauche de proximité et une gauche populaire. Donc là aujourd'hui, je crois il y a un axe majeur de refondation du Parti socialiste, c'est notre lien à ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et à cette France oubliée. Eh ben, ça fait du pain sur la planche. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi.